Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Gordon connaît bien ce sifflement sur le palier et aussi le coup léger frappé à sa porte qui ne manque pas de suivre. Il aurait pu décrire les yeux fermés, le visage niais à la mâchoire carrée sous le chapeau de feutre rond, le sourire mielleux et les yeux d'un bleu décoloré comme ceux d'un vieillard derrière les lunettes à monture d'écaille. Kellerman, tu n'es qu'une bête malfaisante, pense Gordon en serrant les dents. Tu es une ordure et je serais ravi de te voir au diable. Mais Gordon sait que comme chaque fois, il se contentera de remettre à Kellerman ses $80, car c'est tout ce qu'il demande, ce délicat et charitable maître chanteur. Puis Gordon refermera la porte, et il en aura ainsi fini jusqu'au mois suivant. Cette somme que lui extorque Kellerman chaque mois est devenue une dépense courante de sa vie, tout comme le loyer, la note d'électricité ou les droits d'inscription de Pamela, son épouse, à ses innombrables clubs. Gordon n'a même pas caché à sa femme l'existence de Kellerman. Il lui a expliqué qu'il s'agissait d'un vague parent du genre bon à rien, mais qu'il se devait d'entretenir. Pamela n'a pas demandé de détails. Pourquoi l'aurait-elle fait d'ailleurs? Elle ne pose même jamais de questions à son mari sur son travail ni sur l'état de leurs finances. Son rôle, à elle, consiste à organiser des expositions d'art, à faire partie de clubs, à promener les enfants au parc et à suivre le soir des cours de sciences politiques. Gordon aime pourtant beaucoup sa femme. Et la seule pensée que Kellerman puisse lui raconter cette histoire sordide ou lui montrer les photos qu'il représente en compagnie de cette blonde aventurière lui donne la chair de poule et font naître un tic au coin de son œil droit. Mais Kellerman ne dira rien, bien sûr. Briser les ménages ne l'intéresse aucunement. En bon maître chanteur professionnel qu'il est, Kellerman a son sens de la morale à lui. Du moment qu'on paye, on est assuré de son silence. Et Gordon aurait continué à verser ses $80 un mois après l'autre si Kellerman n'était pas devenu plus gourmand. « C'est un peu plus maintenant », a dit un beau jour Kellerman. « Mais seulement $10 de plus, Monsieur Brinton. C'est que la vie augmente, vous savez. » À le voir avec son air obséquieux, on aurait pu le prendre pour un employé sollicitant une augmentation de son patron. « C'est bon », a grommelé Gordon en sortant de son portefeuille un autre billet de $10. J'imagine que je n'ai pas le choix. Quelques semaines plus tard, un soir où Pamela est sortie pour assister à son cours de sciences politiques, Gordon emmène son setter irlandais Bobby faire un tour dans le parc. À un certain moment, il s'aperçoit qu'un homme l'observe avec un intérêt qui lui semble étrange. Et effectivement, quelques minutes après, l'inconnu s'approche de lui. D'abord, il semble hésiter, puis il se met à parler à toute vitesse. « Non, du calme, dit Gordon. « Je comprends rien à ce que vous me dites, là. » L'homme rougit, puis reprend plus lentement. « Je voudrais vous parler d'Eddie Kellerman. » En entendant ce nom dans la bouche d'un étranger, Gordon sent un frisson lui parcourir l'échine.
Il examine le visage pâle et tendu de l'homme, remarque ses yeux bouffis, ses lèvres minces et décolorées. Un visage où se lit l'angoisse. « Je ne connais personne du nom de Kellerman, » dit Gordon. « Nous ferions mieux de nous asseoir pour bavarder, » poursuit l'inconnu. « Oh, vous avez un bien joli chien. » Ils s'installent tous les deux sur un banc libre. L'homme dit s'appeler David Bliss. Il connaît le nom de Gordon, son adresse. Il sait aussi qu'il a une femme ravissante et 2 enfants. Et il connaît l'existence de Kellerman. « Je ne vous demanderai pas comment il vous tient à vous, » dit David Bliss en allumant nerveusement une cigarette. « Je n'aimerais pas qu'on me pose une question de ce genre, mais est-ce que ça vous ennuierait de me dire combien vous lui versez? Moi, il me prend 90 $ tous les mois. » « Même chose pour moi, » dit Gordon. « Jusqu'à ces derniers temps, c'était 80. »« Oui, je m'en doutais, » dit David Bliss. « C'est depuis ce moment-là que j'ai décidé de suivre Kellerman pour tâcher d'apprendre quelque chose à son sujet. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, vous, mais moi, je suis employé des postes, et ces 90 $, je les trouve maintenant très durs à sortir. »« Moi, je suis vendeur, » dit Gordon. « Payé à la commission sans salaire fixe, alors j'ai parfois des fins de mois sacrément difficiles à boucler. » David Bliss hoche la tête d'un air entendu. « Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir jusqu'où va aller Kellerman. Vous ne vous êtes jamais dit qu'il risque de devenir de plus en plus gourmand? »« Oh, si, pense Gordon. C'est même une question qui chez lui tourne à l'obsession depuis la fameuse augmentation. « Et alors, qu'est-ce que vous avez appris sur ce Kellerman ?» demande-t-il. « Eh bien, j'ai découvert qu'il a une grosse clientèle, » dit Bliss avec un petit sourire satisfait. « Je l'ai suivi jusqu'à la porte de 10 ou 15 maisons. Il n'a même pas de carnet de notes. Tout est dans sa sale caboche. Les noms, les adresses, sûrement aussi le montant des sommes. »« Ainsi donc, nous ne sommes pas les seuls, » fait Gordon, moitié surpris, moitié soulagé. « Oh non, » dit Bliss. « C'est là le point important. Nous ne sommes pas les seuls. C'est pourquoi mon idée est si bonne, monsieur. Une ordure comme Kellerman ne mérite pas de vivre. Il y a l'argent, bien sûr, mais pensez aussi à la méthode employée. C'est à vous dégoûter de l'espèce humaine. »« Et alors ?» demande Gordon. « Et alors ? Nous allons le tuer, » répond Bliss tranquillement. « C'est ça, mon idée. »« Mais vous êtes fou !» s'écrie Gordon. « Un meurtre, c'est bien pire qu'un chantage !»« Oh, meurtre n'est pas le mot qui convient, monsieur Brinton. Nous allons effacer une erreur de la nature, c'est tout. »« Eh bien, enlevez-vous cette idée de la tête !» dit Gordon. « Et pour ce qui me concerne, ce sera comme si vous ne m'en aviez jamais parlé. » Bliss, qui paraît maintenant beaucoup plus détendu, allume une autre cigarette avec un petit sourire cynique. « Les autres aussi ont fait les dégoûter, au début. Mais quand je leur ai expliqué où était leur intérêt, ils sont tous tombés d'accord avec moi. »« Tous ? Qui ça, tous ? » ?»« Les gens qui sont sur la liste de Kellerman, monsieur Brinton. J'ai déjà été en voir une douzaine. Vous êtes l'un des derniers. Quand je leur ai démontré combien ce serait simple et sans risque, ils n'ont pas hésité longtemps. Vous savez, la conscience ne vous chatouille pas tellement quand on pense au genre de type qu'est ce Kellerman. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire prendre. Et dans mon plan, croyez-moi, j'ai tout prévu. »« Ouais, c'est ce que disent tous les criminels, » fait remarquer Gordon. David Bliss écrase sa cigarette sous son pied d'un geste agacé. « Mais puisque je vous répète qu'il ne s'agit pas d'un crime, et personne ne sera pris pour la bonne raison qu'il n'y aura pas de meurtre. Ce sera un accident. D'ailleurs, si quelqu'un doit avoir des ennuis, ce sera moi seul. Je vais tuer Kellerman avec ma voiture un soir. Je suis au courant de ses habitudes. L'heure et le lieu sont déjà fixés, juste avant minuit, dans Carroll Street. »
Gordon hausse les épaules, l'air écœuré. Et vous croyez sans doute que les flics sont tous des imbéciles, monsieur Bliss. Non, ça n'est vrai que dans les mauvais romans. Vous ne savez donc pas que les criminels se font prendre un jour ou l'autre, même s'ils camouflent leur crime en accident? Pas dans le cas présent, Monsieur Brinton. À cause des témoins. Les témoins? Quels témoins? J'aurai des témoins, Monsieur Brinton, beaucoup de témoins, sans aucun lien entre eux. Et tous raconteront la même histoire. Ils affirmeront que Kellerman était dans son tort quand il a été renversé par ma voiture. Et des témoins dignes de foi, car savez-vous qui sont les autres victimes de Kellerman? Un professeur de lycée, 2 médecins, 4 ménagères, un barman, 2 hommes d'affaires et quelques cadres moyens. Tous sont d'accord avec moi, Monsieur Brinton. Tous, sans exception. Alors c'est que vous êtes tous cinglés, dit Gordon. Je ne peux pas souffrir Kellerman, mais de là à le tuer, non, pas question. Il réfléchit un instant, la tête dans les mains, puis se tourne à nouveau vers Bliss. J'ai une meilleure idée, monsieur Bliss. Pourquoi ne pas aller tous ensemble dénoncer Kellerman à la police? Elle trouverait le moyen de le réduire au silence. David Bliss a un ricanement méprisant. Une fois qu'il aurait raconté tout ce qu'il sait. Mais est-ce que vous pouvez être naïf, mon vieux? Non. Mon idée est bien meilleure. Votre idée est ignoble, monsieur Bliss. Et je vous conseille pas de lui donner suite. Allez, viens, le chien. On n'a plus rien à faire ici. Voilà Gordon dans une situation bien plus délicate que celle de victime d'un maître chanteur. Finira-t-il comme les autres par adhérer à la sinistre idée de David Bliss? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Gordon Brinton est depuis des mois victime d'un maître chanteur. Un jour, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul à être rançonné de la sorte. Parmi les autres victimes, il y a David Bliss, qui a déjà convaincu tous les autres que la seule solution pour mettre fin à cette situation était d'éliminer le maître chanteur en camouflant le meurtre en accident. Lui agira, les autres seront ses témoins. Mais Gordon Brinton est farouchement opposé à ce projet. Les jours qui suivent semblent interminables à Gordon Brinton. Il a presque réussi à se convaincre que l'ignoble David Bliss ne mettrait pas à exécution son sinistre projet quand le jeudi soir, la sonnerie du téléphone retentit peu après 8 heures. « Allô, Brinton? Vous vous souvenez de moi? » demande la voix de David Bliss à l'autre bout du fil. « Ouais, je me souviens de vous. »« Vous allez avoir du boulot demain soir, Brinton. »« Du boulot? Qu'est-ce que vous voulez dire? » Une partie de la bande va se réunir demain soir à 11h30, au coin de Carroll Street et de la 9e avenue. Vous devriez venir. Il y aura quelque chose d'intéressant à voir. Gordon ne demande pas de détails. Il a déjà compris. « Eh bien, ne comptez pas sur moi !» dit-il en raccrochant brutalement. Cette nuit-là, c'est à peine s'il trouve le sommeil. À l'aube, il est presque décidé à appeler la police, presque seulement. Car il sait bien qu'il n'aura pas le courage d'affronter le scandale, pas le courage non plus d'affronter la réaction de sa femme. C'est toujours le premier samedi du mois que Kellerman fait sa tournée, mais ce samedi-là, Gordon n'est pas tellement surpris de ne pas entendre le sifflotement habituel sur le palier. Dieu sait pourtant que, pour une fois, il aurait été presque content de l'entendre. À midi, il sort promener le chien et en profite pour acheter le journal du matin. Une fois rentré chez lui, il attend d'être sûr que Pamela est occupée avec les enfants pour le déplier. À la page des faits divers, s'étale un titre en caractères gras. Un homme renversé et tué par une voiture. Et juste en dessous de cet entrefilet, un homme qu'on a pu identifier comme étant Eddie Kellerman, 51 ans, demeurant Cannon Street, a été renversé à l'angle de Carroll Street et de la 9e avenue peu avant minuit.
Le conducteur du véhicule, David Bliss, a été relâché après interrogatoire. 4 témoins de l'accident ont déclaré que Kellerman s'était littéralement jeté sous les roues de la voiture au moment où celle-ci tournait le coin de la rue. Gordon éprouve une étrange émotion, dans laquelle la joie n'a aucune part. Pourquoi ne peut-il pas se réjouir de la mort de cet homme qu'il méprise? Il découpe l'entrefilet, le range dans son portefeuille et n'y jette pas un seul coup d'œil de toute la semaine. Mais il est incapable de penser à autre chose. Le 8e jour, il se dit qu'il serait peut-être temps d'avoir une conversation avec David Bliss. Il trouve son numéro de téléphone dans l'annuaire et l'appelle. Bliss se montre d'abord réticent, puis accepte de le rencontrer chez Yank, un bar de la 12e avenue. Chez Yank est un établissement assez cossu en bordure de la mer. Bliss l'attend devant la porte, l'air beaucoup plus à l'aise qu'à leur première rencontre. Il est à peine 7 heures et 3 ou 4 personnes sont installées au bar. Gordon et Bliss s'assoient sur des tabourets à l'extrémité du comptoir et le barman leur apporte 2 whisky. Dès qu'il s'est éloigné, Bliss demande à mi-voix « Vous avez lu les journaux, je suppose ?»« Oui, je les ai lus. » Bliss a un soupir d'aise. « Quel soulagement, hein? Plus de fric à verser. C'est comme si on avait touché une augmentation. Il y a si longtemps que je payais ce type que ces 90$, c'est comme si je les avais trouvés dans ma poche. » Et les 4 témoins dont parlent les journaux, ce sont... Eh oui, Monsieur Brinton, ce sont, ou plutôt, c'étaient nos compagnons d'infortune. Les flics n'en ont interrogé que 4, mais ils étaient bien plus nombreux à se trouver sur les lieux, prêts à témoigner eux aussi. C'était très malin, dit lentement Gordon. Vraiment très malin. Mais que se passerait-il, Bliss, si l'un d'eux se mettait à parler? Bliss le dévisage d'un air ahuri. « Mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un parle? Ça n'est dans l'intérêt de personne. Mais ils ont une conscience, pourtant. Et Kellerman? Est-ce qu'il avait une conscience, lui? Kellerman n'était pas un meurtrier. Non, c'était bien pire, bien pire. Vous croyez à la force du nombre? Dit Gordon. Mais ça peut être aussi un danger. Mais bon sang, qu'est-ce que vous voulez de plus? Dit Bliss. Nous avons rendu un service à l'humanité, et surtout à vous, mon petit vieux. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Non! Coupe sèchement Gordon. Vous avez tué un homme, voilà ce que je comprends. Si moi j'avais ça sur la conscience, je ne pourrais plus jamais fermer l'œil de ma vie. Écoutez, mon petit vieux, dit Bliss. Si vous avez des idées... Ah, rassurez-vous. J'en ai pas. Mais je ne pense qu'à ça depuis une semaine. Vous divaguez, Brinton, vous divaguez. Nous avons sauvé votre fric, votre santé, et sans doute aussi votre ménage, et vous nous donneriez à la police pour ça? Je ne vous demandais rien, dit Gordon dont les mains tremblent maintenant si fort qu'il doit les presser contre ses genoux. Je ne vous ai jamais rien demandé, surtout pas de commettre un meurtre pour moi. Je ne pourrai jamais oublier ça. Pauvre imbécile, siffle Bliss entre ses dents serrées. Pauvre imbécile! Puis il fait un geste en direction du barman. « Hey, Yank, apporte-nous encore 2 whisky. » Le barman s'approche, une serviette pliée sur son bras de catcheur. Il jette un coup d'œil à Bliss et demande à mi-voix. « Des ennuis, mon vieux? »« Oui, » fait Bliss. « Mais on va en venir à bout. » Gordon voit alors le canon d'un revolver pointé sous la serviette. Il lève les yeux vers le barman et comprend qu'il va mourir. Puis il sent la gueule de l'arme contre sa poitrine. Le coup part avec une telle rapidité qu'il n'a pas le temps de faire un geste, pas le temps de dire un mot. « Alors, Yank, comment est-ce arrivé? »
demande le policier. « Comment cet homme a-t-il été tué ?»« Eh ben, demandez-leur plutôt à eux, répond le barman. Ça vous fait rien que je boive un coup? Je me sens encore tout remué. Allez-y !» répond le policier. Puis il s'adresse à l'un des clients accoudés au bar. « Quel est votre nom, monsieur ?»« Walton, je travaille à la compagnie des téléphones. »« Et vous, madame ?»« Chester, » répond la ménagère. « Et moi, je suis le docteur Adams, » dit le vieux monsieur qui sirote une bière. « Docteur Herbert Adams, médecin des hôpitaux. » « Il était juste à côté de nous, » dit à son tour David Bliss. « J'ai bondi de mon tabouret au moment où il a tiré. »« Un hold-up, voilà ce que c'était, » déclare le barman. Sans même réfléchir à ce que je faisais, je me suis précipité sur le type pour lui arracher son arme. Alors le coup est parti. « C'est bien ainsi que ça s'est passé, » ajoute Walton. « Oui, c'est exact, » confirme le docteur Adams. Et les autres approuvent gravement de la tête. La police emporte le corps dans l'heure qui suit et remercie tous les témoins qui sont libres désormais de retourner à leurs occupations. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.